Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Et François Manga-Akoa. Déjà paru. Martin Kuengienda, République, Religion et Laïcité 2010. Maurice Ngonika, Congo-Brazzaville, 50 ans, quel bilan 2010. Dieudonné Yelikaatamu, La musique au cœur de la société congolaise, 2010. Mahamat Massoud, La Banque des États de l'Afrique centrale 2010. Chanda Tonme, Analyse circonstanciée des relations internationales 2009-2010. Alassane Kahodeia, Le Sénégal sous Wade 2010. Gérard Bossolasco, Éthiopie à la une. Journaux et publicités. 1865 à 1935, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Les colères de la faim, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Cameroun, Un volcan en sommeil, 2010. Gilbert Top, Communication politique et développement en Côte d'Ivoire, 2010. Alexandre Wattin, Les détachements Hawks-Éperviers au Tchad 1986 à 1989, 2010. Essai à Mouzou, Gilles-Christ Olympio et la lutte pour la libération du Togo 2010. Alexandre Gerby, Décolonisation de l'Afrique ex-française 2010. Ignace Niang, Le développement de l'Afrique, un devoir pour les Africains 2010. Yahya Sy, Légitimation de l'esclavage et de la colonisation des nègres 2009. Ce livre est dédié à la mémoire de ma tante Bowela Madeleine, dont j'ai appris la disparition à Brazzaville lors de la rédaction de ce livre. Que son âme repose en paix. L'humanité se trouve à un moment crucial de son histoire. Action 21 aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui et cherche aussi à préparer le monde aux tâches qui l'attendent au cours du siècle prochain. Ce processus marque la naissance d'un nouveau partenariat mondial pour le développement durable, extrait du chapitre 1, en préambule de l'Agenda 21, Sommet de la Terre 1992 à Rio de Janeiro. Avant-propos. Avant de présenter les différentes approches du concept de développement durable d'un point de vue historique et évolutif, l'ouvrage présente en préface les contributions de Charles Zachary Bowao, ministre à la présidence chargé de la coopération, de l'action humanitaire et de la solidarité du Congo-Brazzaville au 5e Forum mondial sur le développement durable à Paris des 06 et 7-12-2007. Ce petit ouvrage est une synthèse originale sur le concept de développement durable. Il rassemble et présente les contributions autour du concept, impulsé par ce 5e Forum mondial sur le développement durable à Paris, session 5, et fait une analyse entre entreprise et développement durable inspirée par Christian Brodag dans une vision intégrée de l'entreprise européenne. Fondé sur une analyse fine, historique, évolutive et récente du concept, l'ouvrage expose d'abord, à grands traits, les contributions issues de ce forum. Mais ces analyses contribuent à faire apparaître d'une part les limites du concept de développement durable, et d'autre part la nécessité de repenser le développement durable au XXIe siècle. Les arguments développés par Timothée Dongotu, économiste au Centre d'études des modes d'industrialisation CEMIEHESS Paris, s'inscrivent dans cette perspective. Ainsi, le livre est illustré de nombreux arguments concrets mobilisant diverses professions, philosophes, historiens, politologues, économistes, sociologues. Le titre du livre justifie l'intérêt du renouvellement des approches du développement durable. Le développement durable ne doit pas être considéré comme une nouvelle théorie de l'économie mondiale, mais comme un état de conscience collectif. Beaucoup de nos contemporains éprouvent certaines difficultés à appréhender ce concept. Enfermés dans le carcan de leurs contraintes professionnelles et sociales, ils ne parviennent pas à intégrer dans une dynamique ce qui relève de l'économie, du social et de l'environnement. Et de surcroît, faudrait-il qu'ils ajoutent la culture en tant que 4e pilier du développement durable, comme la France s'y est engagée lors du sommet de Johannesburg. Paradoxalement, il semblerait que la plus grande chance des pays pauvres soit leur sous-développement. Cela leur donne en effet la possibilité, aujourd'hui ou demain, des schémas différents de ceux des pays du Nord. Nicolas Hulot 2004, 1.
L'éclairage pluridisciplinaire et la lecture de l'ouvrage suscitent des interrogations sur les perspectives de l'Afrique dans le cadre d'une EHPAD et permettent de comprendre plusieurs facettes d'une Afrique ambiguë, à la fois en crise et en créativité forte. L'ouvrage brosse également un éclairage sur les politiques énergétiques dans les pays développés et émergents, par exemple UER-USSIE, Chine. Repensons le développement durable au XXIe siècle en recourant aux institutions régulatrices comme l'affirme Jacques Sapir dans son ouvrage Quelle économie pour le XXIe siècle paru chez Odile Jacob, 2006. La liberté des agents économiques est inconcevable sans institutions régulatrices. Le XXIe siècle est-il celui de l'enjeu du développement durable ? La problématique du développement durable n'est désormais plus seulement l'affaire des experts ou décideurs. Elle interpelle de façon pressante les gouvernements tout comme toutes les institutions sociales, États, ONG, associations, syndicats. C'est là donc la question fondamentale de notre avenir énergétique que cet ouvrage clair et pédagogique met en évidence. Préface de Charles Zacharie BOWAO. Professeur titulaire de philosophie, ministre à la présidence chargé de la coopération, de l'action humanitaire et de la solidarité du Congo-Brazzaville, auteur de plusieurs ouvrages tout récemment, La mondialité entre histoire et avenir, Paris, 2004, La tolérance, Brazzaville et Mar, 2007. Il dirige également la revue géopolitique africaine Brazzaville. Repenser le développement durable de une trentaine d'années après la mise en perspective du concept développement durable, particulièrement avec le rapport Brundtland Notre avenir à tous, 1987, et à travers l'éco-mobilisateur du sommet de Rio, 1992, repenser le discours dont il est encore porteur, c'est en d'autres termes et entre autres questionnements, interroger sans complaisance la nature profonde des rapports entre les pays du Nord et ceux du Sud. Rétrospectivement, mais surtout prospectivement. Des choses et d'autres ont été dites pour en maîtriser les contours. Des choses et d'autres ont été faites pour en assurer l'effectivité. Pour autant, ces rapports demeurent controversés. À chaque rencontre internationale, à chaque sommet entre États développés et pauvres, et même d'un forum scientifique à un autre, les conflits d'intérêts prennent le pas sur le nécessaire consensus autour des valeurs proclamées d'humanité. J'ai eu le privilège d'assister Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à certaines de ces rencontres. Les discussions ne sont pas toujours heureuses, hélas. Les négociations sont le plus souvent difficiles, parce que chacun veut à tout prix imposer son point de vue. Or, il faut le souligner sans ambiguïté, le rapport de force est essentiellement en faveur des plus nantis, que ce soit sur les questions politiques, économiques, environnementales ou culturelles. Comme si la raison du plus fort est irrémédiablement la meilleure. Dans ces conditions, peut-on parler d'opérer ensemble pour le bien-être universel alors que subrepticement fonctionne une logique du plus fort qui gagne, s'exprime une volonté de puissance qui prend le pas sur la recherche de l'équité ou de l'harmonie entre États supposés souverains ? La loi du marché a piégé de part en part le paradigme critique qui a fait de la perspective humaine du développement durable une préférence éthique fondamentale. Il suffit de suivre attentivement la trajectoire controversée du protocole de Kyoto, 1997, pour s'en convaincre. Qu'en est-il donc de ce qui n'est ni plus ni moins qu'une crise de gouvernance mondiale ? Telle est la question qui structure la présente réflexion d'un bout à l'autre. Question banale, seulement en apparence on s'en doute bien, mais d'une actualité fascinante pourtant, surtout lorsque l'on observe attentivement ce qui se passe dans ce domaine qui aurait pu servir de point de mire de notre modernité pour en mesurer l'humanité. Allusion est ici faite clairement à ce domaine de plus en plus sensible des migrations, ou plus généralement à celui de la mobilité comme caractéristique essentielle de notre civilisation actuelle. S'il est vrai que la mondialité est notre modernité, alors la question de la mobilité sous ses différentes facettes, les bonnes comme les mauvaises, ne peut laisser indifférent. Information, circulation monétaire, savoir, armes, drogue, blanchiment d'argent, terrorisme, migration et que sais-je encore. Je préfère parler de mondialité comme notre manière actuelle d'exister, comme culture en devenir, plutôt que de mondialisation, parce que celle-ci est terminée. Plus jamais ne se remettra en cause le devenir d'une humanité qui par la faute de l'homme peut subitement disparaître.
Personne ne sait sous quelle forme renaîtra l'humanité si elle cessait d'exister dans sa forme actuelle par le fait d'une implosion nucléaire. D'une certaine manière, on est tous mondialisés, même s'il y a des anti- ou des altermondialistes. Au fait, vouloir d'une autre mondialisation plus humaine, c'est reconnaître du coup qu'il y en a une qui est déjà là, mais qui ne satisfait nos attentes, qui est inhumaine. D'où la nécessité, dit-on, d'humaniser cette mondialisation incontournable. Confère. Boao, CZ, La mondialité entre histoire et avenir, Paris 2004. Cessons d'être aveugles, ou de faire semblant de ne pas voir la réalité telle qu'elle s'offre à notre intelligence. Regardons le nombre impressionnant des gens qui se consument en tentant de traverser le désert, puis la mer, et même parfois en se cramponnant à l'aile d'un avion, beaucoup plus pour fuir une quotidienneté insupportable que pour affronter une aventure humaine dont le poète aurait pu dire qu'elle serait belle parce que nouvelle, une aventure d'une nature hostile dont ces naufragés n'imaginent aucunement les aléas et les incertitudes. Du coup, et à vous crever les yeux, on en projette les images à l'écran, pour montrer comment cela bouleverse nos semblables au nord, comment cela traduit l'irresponsabilité étatique au sud et le sens patriotiquement élevé de la sécurité des autorités au nord. Tout cela pour ces gens simples qui n'ont en tout et pour tout que leur volonté de survie à offrir à une désespérance mondialisée, une désespérance qui les considère à la fois comme des irréguliers que l'on a pu retenir chez eux, et que l'on ne saurait accueillir en cet ailleurs qui les attire éperdument. Des mesures drastiques sont alors prises les unes après les autres en Occident pour conjurer ces migrations de la détresse humaine. L'hospitalité universelle qui de tout temps inspire la réflexion philosophique, la créativité littéraire ou la création artistique demeure un leurre même en ce siècle, le nôtre, qui, plus que les précédents, a su scientifiquement établir l'unité du genre humain. Mais regardons aussi la législation complexe mise en place pour protéger l'exception culturelle, mais surtout celle qui, en revanche, couvre monétairement l'espace économique nord qui bénéficie tranquillement et massivement de toutes les tractations financières les plus subtiles, y compris les montages financiers de grands projets destinés à structurer le développement des pays du Sud. Les difficultés de mise en place des mécanismes de financement dits innovants pour le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, sont là pour interpeller les experts et les politiques. Pas moins que les négociations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique concernant les accords de partenariat économique, APE, qui avancent plutôt lentement à cause justement des fameux conflits d'intérêts entre les grands et les petits. On vous opposera le même argument d'exception insécuritaire, conséquence par excellence de l'instabilité politique chronique, pour justifier ce déséquilibre ahurissant qui veut que la circulation monétaire globalisée réserve plus de 90% de ses liquidités au nord. Situation consolidée par la question de l'équivalence aléatoire entre devises étrangères toujours fortes et monnaies locales toujours livrées à la dépréciation continue, autrement dit à la dévaluation. Qui plus est, une dévaluation dont, paradoxalement et curieusement, la finalité est la quête de performances productives comme levier de bonne gouvernance économique, alors que dans le fond, elle participe à la détérioration des termes de l'échange quand il s'agit des matières premières que les pays du Sud doivent exporter vers ceux du Nord. Le contexte géopolitique mondial révèle donc des rapports Nord-Sud en proie à une crise structurelle, et donc non conjoncturelle comme l'on a souvent coutume de le dire. Comme un avenir qui dure longtemps, cette crise perdure depuis, devenant pour ainsi dire structurante. Le multilatéralisme est ainsi inhibé, mais sans faire écho à une coopération bilatérale dynamique et performante. On le constate clairement aujourd'hui, au travers de la notion économiquement et mondialement formatée de lutte contre la pauvreté. Une notion composite désormais au cœur de la géostratégie internationale des objectifs millénaires du développement d'une part, et de la floraison des documents de stratégie de réduction de la pauvreté en question dans les pays du Sud, africains en particulier. Les mécanismes en chantier à la charnière du système actuel des Nations Unies et de ce que l'on qualifie, faute de mieux, comme étant la société civile internationale, sont incapables d'ouvrir des perspectives heureuses entre les pays du Nord en perpétuelle évolution, et ceux du Sud qui peinent à se mettre dans l'axe solidifié d'une modernité de progrès, à la lumière des indicateurs universellement partagés d'un développement voulu par tous humainement durable. Et alors ?
Tout porte à croire que les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, ne seront jamais atteints, et qu'à l'horizon 2015, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, une autre stratégie devra être mise au point, laquelle entraînera inévitablement avec elle une remise en cause de la logique des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, DSRP. Voire une remise en cause dont on n'imagine peut-être pas encore la linéarité historique, comme ce fut le cas du cheminement qui a conduit nos États sans âme au programme d'ajustement structurel, PA, puis de ces derniers au programme d'ajustement structurel renforcé, PASR, et enfin de cela au programme d'ajustement structurel à visage humain. Pourtant les experts du système onusien s'accordent pour indiquer que 50 milliards de dollars par an injectés dans l'aide multilatérale suffiraient pour réaliser, entre autres, l'éducation primaire universelle, l'approvisionnement en eau potable pour tous et le recul significatif des pandémies mondiales. Dans cette optique, comme le rappelle à juste titre Javier Pérez de Cuellar, la communauté internationale générant chaque année des surplus de richesses estimés à 1000 milliards de dollars, il suffirait donc de consacrer 5% de ce surplus annuel pour atteindre les objectifs indiqués, confère. Signons la paix avec la Terre. Quel avenir pour la planète et l'espèce humaine, Paris 2007, UNESCO Albin Michel, introduction, page 23. Peut-on vraiment dire mieux? Les raisons de ce que l'on peut considérer comme la crise du développement durable sont assurément multiples. Elles vont de la complexité des interactions entre les non-dits de dissociation d'une solidarité universellement partagée, au manque de référence à l'éthique qui devrait fonder l'action, en passant par les frustrations et humiliations génératrices de comportements désapprouvés par les uns comme par les autres, dans la conduite des questions de démocratie, des migrations, donc à la fois de gouvernance nationale et de gouvernance mondiale. Cette non-prise en compte des impératifs prioritaires de la conscience humaine prédestine à l'échec nombre d'expériences de coopération mises au point jusqu'ici. Réalité qui remonte aux indépendances et qui n'a pas marqué de rupture radicale entre les premières tentatives de développement et le présent dont nous sommes témoins. Les efforts consentis au niveau national comme international n'ont pu, à ce jour, éradiquer la pauvreté et nous sortir ainsi de la spirale du sous-développement. Les défis d'aujourd'hui sont si énormes et si complexes que la communauté internationale ne saurait se contenter de faire semblant alors qu'il y va de la vie des gens. Malheureusement, encore une fois, la tendance est à la défense de ses propres intérêts sans prendre en considération ceux des autres, pour chaque fois se scandaliser des dérives résultant des erreurs et fautes accumulées par les uns comme par les autres. Dès lors, face à l'impasse des formes actuelles de développement, il convient de dire que beaucoup de choses sont à repenser, à reconstruire dans les nouveaux rapports à imaginer entre pays développés et pays en développement. En attendant, on peut convenir que le miracle du développement durable n'a pas eu lieu. Sans être pessimiste, disons plutôt que ce miracle n'a pas encore eu lieu, et donc il est encore permis d'espérer qu'il peut survenir. Le développement durable sera une vaine utopie s'il n'engage pas tout l'homme, s'il ne fait pas cette terre totale dont nous rêvons tous, où chaque humain a la liberté d'aller où il veut sans être inquiété, ou de rester chez lui en se mettant à l'abri du spectre de la pauvreté. La pauvreté est la cause essentielle des migrations de la détresse humaine. Le développement durable n'est ni développement, ni durable s'il se résume à l'enrichissement soutenu des pays riches, et à l'appauvrissement dramatique des pays pauvres, engrenant ainsi quelques îlots de bonheur dans un océan de malheur. Il ne s'agit donc pas pour les uns en toute irresponsabilité de fuir la pauvreté quelque part, et pour les autres en toute arrogance de prétexter l'insécurité pour, dit-on, refuser de recevoir la misère du monde. Il s'agit pour chacun, d'où qu'il est, et où qu'il se trouve, peu importe, de mesurer à l'aune de sa propre conscience le danger du repli identitaire, c'est-à-dire la pire des réponses imaginables à une civilisation qui de plus en plus oppose à la misère ségrégative d'intolérance un désir universel de tolérance au diapason des mobilités incontournables. Confère. Boao CZ. La tolérance, Brazzaville et Mar 2007. Un exemple concret concernant le bassin du Congo qui abrite une dizaine de pays avec plus de 100 millions d'habitants, et qui est le deuxième poumon écologique de la planète. Ce bassin est exposé entre autres à l'exploitation illégale de ses ressources, au braconnage,
à une exploitation agricole traditionnelle avec risque élevé de déforestation, à une croissance démographique et urbanistique anarchique, aux conflits armés sans fin. Or, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo est une nécessité vitale pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes planétaires. Voici que 2 ans et demi après l'adoption du plan de convergence sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, son financement n'est pas toujours bouclé, alors que son coût représente à peine 2 jours de subventions agricoles pour l'ensemble des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Il est évident que si les 2 milliards de dollars attendus ne sont pas obtenus maintenant, ce chiffre ne cessera d'augmenter proportionnellement à la dégradation entrevue. Parce que moins le plan de convergence sera mis en œuvre, plus la dégradation se poursuivra. Il faut donc agir, et vite pour éviter le pire. Parce qu'il s'agit ici non d'une préoccupation locale, mais d'une partie importante de la dette écologique que l'humanité doit à son avenir, et donc qui dépasse de très loin la volonté d'un État ou de quelques États dont la responsabilité dans le réchauffement climatique est plutôt insignifiante. Cette responsabilité incombe essentiellement aux pays les plus industrialisés, qui sont à l'origine de la dangereuse pollution de l'environnement global. Le bassin du Congo n'est que l'arbre qui cache les forêts de notre planète. C'est dire que le développement durable n'est ni développement, ni durable, s'il ne change partout la qualité de la vie. Parce que justement la croissance est de l'ordre de l'accumulation des richesses, alors que le développement vise l'amélioration systématique de la qualité de la vie. Des études prospectives de bonne facture ont établi qu'il y a suffisamment d'eau sur Terre pour éviter la crise mondiale de l'eau, et pour faire que nulle part personne ne meure de soif. C'est bien ce qui ressort des différents rapports de la Commission mondiale de l'eau, ainsi que des analyses du Third World Center for Water Management. Qu'il y a suffisamment de nourriture pour que nulle part personne ne meure de faim. Qu'il y a suffisamment d'argent pour que soit financé partout, non pas la croissance, mais le développement en question. Simplement que les règles actuelles du jeu mondial ne favorisent pas la bonne gouvernance des hommes et des choses, l'égoïsme des plus nantis étant le principal obstacle à la solidarité pan-humaine, et donc à un véritable partenariat de développement. D'où l'exigence d'une co-responsabilité à assumer qui prend de plus en plus de relief, dans le cadre du Forum pour le partenariat avec l'Afrique qui vient de tenir sa 9e réunion à Alger les 12 au 13 novembre 2007 sur le thème Gouvernance et développement. C'est par ailleurs la même exigence de responsabilité mutuelle que l'on peut retenir du rapport l'OCDE et l'Afrique, novembre 2007. Dès lors, l'argument d'un monde devenu imprévisible peut prendre le relais pour expliquer ce refus du sens qui peut ainsi conforter une nouvelle langue de bois dans les relations internationales, si l'on y prend garde, notamment dans cette réflexion prospective sur les régulations sanitaires, démographiques et migratoires qui nous interpellent avec insistance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que s'impose à notre humanité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.